J'avais toujours cru que Trois-Rivières était le genre d'endroit où les fantômes ne résidaient que dans les vieux guides touristiques et les légendes locales. L'histoire était partout, accrochée aux rues étroites et aux façades fissurées, mais elle semblait inoffensive, distante, comme une écriture fanée dans un vieux journal intime. Cette illusion s'est brisée l'hiver où nous avons décidé de pénétrer dans un coin du passé qui ne devait pas être dérangé. Tout a commencé avec Marianne. Elle avait un oncle qui était décédé l'année précédente, un historien qui avait passé sa retraite à fouiller dans les archives municipales, à collecter des récits sur le folklore local. À sa mort, sa maison à Cap-de-la-Madeleine était restée intacte pendant des mois, le mobilier figé sous la poussière, les fenêtres hermétiquement fermées contre le froid. Lorsque la famille s'est décidée à vider la maison, Marianne est tombée sur un vieux carnet en cuir, dont les pages étaient fragiles avec l'âge, remplies de descriptions de cérémonies à peine oubliées, de superstitions locales et de croquis énigmatiques de symboles étranges et circulaires. Il y avait une entrée qui attira son attention. Elle mentionnait une petite parcelle envahie par la végétation derrière le cimetière de l'église de Sainte-Marie-Madeleine, un terrain qui, selon la légende, aurait été utilisé par les premiers colons au XVIIIe siècle pour des rituels destinés à protéger la ville des maladies et des invasions. Les détails étaient maigres, mais l'entrée suggérait que ces rites n'étaient là pas entièrement catholiques, une hybridation de pratiques folkloriques et de quelque chose de plus ancien, d'innommé. Nous étions curieux. La curiosité est toujours la première erreur. Nous étions 5, moi, Marianne, Simon, Marc et Élise, à avoir prévu une visite en pleine nuit, marchant à travers les rues désertes et les trottoirs engorgés de neige du vieux quartier, traversant la portion gelée du boulevard des Forges vers Cap-de-la-Madeleine. L'église se dressait silencieuse et solennelle, sous le pâle éclairage orange des réverbères, sa façade en pierre glacée de blanc par le froid. Le cimetière derrière elle s'étendait plus loin que je ne l'avais imaginé, des rangées de pierres tombales inclinées et de croix enfoncées émergeant par endroits du manteau de neige immaculé. Au fond, là où la propriété s'inclinait vers la forêt, nous avons trouvé la parcelle. Il n'y avait pas de pierres tombales, juste un cercle de pierres usées disposées avec une précision étrange, presque intacte malgré les siècles. Le sol à l'intérieur du cercle était nu, comme si même la neige hésitait à s'y installer. Marianne avait apporté le carnet de son oncle. Elle tourna les pages jusqu'à celle qui décrivait le rituel, sa respiration suspendue dans l'air comme de la fumée. Les instructions étaient vagues. Allumer 5 bougies, une à chaque point cardinal, avec la 5e au centre. Rester silencieux jusqu'à ce que l'air se modifie. Nous avons suivi les instructions, plus par excitation que par conviction. La neige autour de nous absorbait chaque son, l'univers se réduisant à un cercle et un ciel noir, comme si seul cet instant comptait. Lorsque la dernière bougie fut allumée, le changement fut immédiat. L'air devint lourd, aigre et métallique dans ma gorge, et le silence se fit tel que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Un bruit lointain brisa cette quiétude. Ce n'était pas le vent, mais un bruissement faible et rythmé, comme des feuilles sèches traînant sur la pierre. Les ombres au-delà du cercle se déplaçaient, se tordant de façon anormale, tendant de longs doigts à travers la neige. Les flammes des bougies restaient parfaitement immobiles, indifférentes à la brise. Le froid appuyait davantage, pénétrant à travers nos manteaux, nos os, jusqu'à ce que l'on ait l'impression de se tenir sous l'eau, les poumons luttant pour respirer. Élise fut la première à franchir le cercle, trébuchant en arrière, son visage pâle et trempé de sueur. Dès que son pied toucha le sol extérieur des pierres, les flammes des bougies s'éteignirent toutes en même temps, nous plongeant dans une obscurité totale, désorientés sous le ciel étoilé. Cette nuit-là marqua le début de tout. Les jours qui suivirent se mêlèrent dans un tourbillon de peur et de confusion. Chacun de nous éprouva les mêmes symptômes, une fatigue écrasante, des rêves vifs et perturbants, et, ce qui était le plus inquiétant, une odeur légère de terre et de fumée imprégnant nos vêtements et notre peau, peu importe combien de fois nous nous lavions. Simon découvrit de profondes éraflures le long du cadre en bois de sa fenêtre, des marques qui n'étaient pas là la veille. Élise trouva des hématomes sombres sur ses côtes, circulaires et espacés de façon régulière, comme les points de pression de mains invisibles. Marc cessa de répondre au téléphone, se repliant sur son appartement,
où ses voisins rapportaient des bruits étranges à toute heure, des traînements, des murmures sourds, le bruit occasionnel de coups frénétiques frappant les murs. Je n'étais pas épargnée non plus. Je me réveillais nuit après nuit à exactement 3h07 du matin, le cœur battant la chamade, la pièce submergée d'un froid si intense qu'il laissait de la glace à l'intérieur des fenêtres. L'odeur de la terre était alors la plus forte, comme si le sol sous l'appartement s'était ouvert, quelque chose émergeant de dessous. Nous avons vite appris que le cimetière n'était qu'une partie de l'histoire. Les dernières pages du carnet laissaient entendre quelque chose de plus sinistre. Le rituel n'était pas destiné à protéger, mais à inviter. Une pratique oubliée, enracinée dans les peurs des premiers colons face à la nature sauvage, des anciens esprits antérieurs à la ville elle-même, des entités qui avaient persisté dans le sol bien avant que l'église ne soit construite. La dernière entrée était à peine lisible, l'encre délavée et striée d'eau. Mais une chose ressortait, le nom de l'entité qu'ils avaient appelée, les veilleurs, ceux qui veillent. Ceux que nous avions dérangés ne se contentaient pas de hanter un cimetière, ils nous avaient suivis jusqu'à chez nous. Marc fut le premier à être hospitalisé. Son colocataire le trouva inconscient sur le sol de la cuisine, la peau autour de sa bouche bleue, comme s'il avait étouffé dans son sommeil. Ses poumons étaient d'éclairs. Les médecins ne purent l'expliquer. Élise commença à s'évanouir sans raison. Une fois en cours, une autre fois sous la douche, se réveillant désorientée et confuse, toujours avec cette odeur de terre. Simon développa une infection dans son œil droit qui le laissa à moitié aveugle pendant des semaines, les médecins étant déconcertés par l'absence de toute blessure physique. Marianne se replia complètement, plongeant dans les notes de son oncle, croisant des livres de la bibliothèque universitaire, cherchant un moyen d'annuler ce que nous avions commencé. Les notes mentionnaient une seule chose. Les pierres du cercle ne devaient pas être dérangées et allumer les bougies vous liait au rituel jusqu'à ce que vous fermiez le chemin. Mais nous ne l'avions jamais fermé. La dernière tentative naquit de notre désespoir. Marianne organisa notre retour au cimetière, la neige ayant commencé à fondre sous le soleil amer du début du printemps, le sol devenu mou et humide. Le cercle de pierres avait changé. Les pierres n'étaient plus sèches et usées, mais luisantes, comme recouvertes d'une résine sombre, et le sol à l'intérieur du cercle semblait pulser, comme si la terre elle-même respirait. Nous n'avons pas allumé de bougies cette fois-ci. Nous avons simplement attendu, en silence, espérant inverser ce que nous avions déclenché. Mais l'air ne se modifia pas. Seul le ciel changea. Les étoiles au-dessus du cercle semblèrent s'assombrir, comme si quelque chose de massif et invisible planait juste hors de portée. Une vibration profonde traversa la terre, subtile mais suffisante pour nous faire claquer des dents. Marianne tomba à genoux, se tenant la poitrine, sa respiration courte et rapide. Le nez de Simon se mit à saigner abondamment, les traces sombres imprégnant son écharpe. Nous sommes partis avant l'aube. Le chemin n'était pas fermé. Je ne sais pas ce que nous avons libéré cet hiver-là, ni si cela est jamais réellement parti. Marc s'est remis physiquement, mais la dernière fois que je l'ai vu, ses cheveux étaient presque entièrement gris et il refusa de mettre les pieds près de Cap de la Madeleine. Élise est retournée à Montréal et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Simon a abandonné l'université, quitté Trois-Rivières et on n'a plus entendu parler de lui. Je vois encore Marianne de temps en temps, mais nous évitons toutes deux d'en parler. Elle garde maintenant le carnet dans un coffre-fort ignifuge, non pas parce qu'il pourrait brûler, mais parce qu'il pourrait ne pas brûler. L'odeur de la terre n'a jamais complètement quitté mon appartement. Certaines nuits, elle s'immisce autour des fenêtres, discrète mais incontestable, comme si la terre elle-même se souvenait. J'ai cessé de penser à Trois-Rivières, comme à une ville avec de l'histoire. L'histoire suppose que le passé est terminé, mais j'ai appris qu'ici, le passé attend.